Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo numéro 1 sur la géothermie, on va s'intéresser à la géothermie en France, voir où est-ce qu'on peut en faire. Et dans la vidéo numéro 2, on verra comment ça fonctionne. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la géothermie, qu'est-ce que ça veut dire? Géothermia, donc thermomètre, température, géotherme, la température de la Terre, quoi. Donc vous connaissez les sources géothermales, elles sont connues depuis très longtemps, les Romains les utilisaient déjà. Ce sont des sources d'eau qui remontent en surface et qui sont chaudes. Pourquoi? Parce qu'elles véhiculent de la chaleur qu'elles ont récupérée en profondeur. Alors cette chaleur, elle peut être très élevée. Ici, vous avez une image d'une exploitation de potasse en Alsace. Donc la potasse est exploitée pour extraire du chlorure de potassium qui est utilisé comme engrais. C'est un important gisement salifère, d'accord, du sel, constitué de deux couches principales superposées, distantes d'environ 20 mètres. La sylvinite qui contient 25% de KCl et 60% d'NaCl et 15% d'éléments insolubles. Bon, alors, on creuse, on va chercher cette potasse. Ok, c'est l'activité minière de l'Alsace-Lorraine. Mais regardez nos mineurs. Ouais, quels sont? Ils ont chaud. Eh oui, il fait super chaud à l'intérieur. Vous avez, au fond des puits, à une profondeur de 800 mètres, la température des parois qui atteint 47 degrés. C'est-à-dire que vous touchez le mur là, 47 degrés quoi. Alors comment vous voulez qu'ils restent fringués les mecs? C'est pas possible. Ils ont super méga giga chaud. Ce qui veut dire que bien sûr les mineurs en travaillant pouvaient transpirer jusqu'à plusieurs litres d'eau par jour. Donc ils faisaient des cycles courts. Ils travaillaient pas 10-12 heures d'affilée. C'est pas possible sinon on tombe dans les pommes. Bref, ici on a des preuves qu'en profondeur on a bien de la chaleur. Donc en géothermie, on va tout le temps parler du gradient géothermique, c'est-à-dire la représentation mathématique de l'évolution de la température avec la profondeur. Donc pour mesurer ce gradient, c'est simple, il suffit de noter les températures observées dans les puits des mines ou dans les forages par exemple. Alors à propos, le forage le plus profond était réalisé ici dans la péninsule de Kola de 1970 à 89, 12 270 mètres de profondeur. Température maxi, 180 degrés. Donc, en mesurant la température et les profondeurs des différents forages qui ont été faits à la grande époque de la révolution industrielle, on a cherché du charbon, on a creusé partout, on pouvait creuser, et bien les scientifiques en ont profité. Et on a pu tracer ce gradient géothermique. Donc ici, c'est celui de l'Alsace. Et globalement, sur la planète, nous avons une augmentation moyenne de température par 100 mètres, attention, par 100 mètres, qui équivaut à 3 degrés. D'accord? Donc ça veut dire que à chaque fois que vous descendez de 100 mètres, la température augmente de 3 degrés. Alors bien sûr, pas brutalement, c'est progressif. Mais globalement, voilà, vous partez de la surface, vous creusez et tous les 100 mètres, ça prend 3 degrés. On s'aperçoit que d'une région à une autre, ce gradient varie. Il y a des zones où ça augmente moins et il y a des zones où ça augmente plus. Donc il y a des zones où c'est plus chaud en profondeur et il y a des zones où c'est plus froid en profondeur. Ce qui veut dire que sur la planète, nous avons des différences de flux géothermiques. Le flux géothermique, c'est la quantité d'énergie provenant des profondeurs de la Terre, traversant une unité de surface par unité de temps. Donc globalement, quand on étudie ce flux géothermique, donc la quantité d'énergie évacuée sur une surface par unité de temps, on s'aperçoit que sur la planète, elle n'est pas égale partout. On a des grandes zones froides et on a des zones beaucoup plus chaudes. Et si on connaît un petit peu sa géographie, sa géologie et cette tectonique des plaques, on s'aperçoit que partout on a des dorsales, le flux géothermique est plus élevé. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a du magma qui remonte en surface, qu'il y a de la lave et donc forcément il y a de la chaleur. Mais si ici on a de l'évacuation de chaleur parce qu'on a des mouvements de matière chaude qui remontent des profondeurs, ici on n'a pas de mouvement de matière chaude, on n'a pas de magma et pourtant on va être capable d'enregistrer un petit peu de chaleur. On est dans le vert. Ça veut dire qu'on a des roches qui sont au-dessus du manteau qui vont être capables de conduire la chaleur depuis les profondeurs jusqu'à la surface. Alors, elles vont la conduire beaucoup moins que si la roche chaude elle-même se déplace et arrive en surface. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Et on peut calculer cette conductivité thermique des différentes roches en se servant du flux géothermique et du gradient géothermique. Je m'explique. On revient. Flux géothermique, quantité d'énergie thermique provenant des profondeurs de la Terre traversant une unité de surface terrestre par unité de temps. Il s'exprime en watts par mètre carré, tac, et permet d'évaluer le transfert de chaleur de la profondeur à la surface de la Terre. Ok, c'est bon, ça, il va falloir qu'on l'apprenne pour le bac, il faut qu'on soit capable de le réciter. Donc comment peut-on calculer la conductivité thermique d'un échantillon de roche? C'est simple, on va lui balancer de la chaleur à cette roche. On la soumet à un gradient de température de 1 Kelvin par mètre, K
M-1. Si on considère une couche rocheuse homogène, on peut donc établir que le flux géothermique que l'on a mesuré en surface, lui, là, il est égal à la conductivité thermique de la roche fois le gradient géothermique que l'on peut mesurer. Donc en me baladant la surface de la Terre, je mesure le flux géothermique, je mesure le gradient géothermique, ça je peux le faire. Il me suffit donc d'isoler mathématiquement la conductivité thermique et je vais la retrouver. Donc je me balade sur le terrain, je suis sur du granit, je mesure le flux géothermique global au niveau de cette zone, je suis dans une grande région granitique, je m'arrange pour récupérer le gradient géothermique en profondeur grâce aux mines, aux forages, etc. Et je peux calculer ma conductivité thermique. Donc ici par exemple le granit, 2,5 à 3,8 watts par mètre par Kelvin. Et si je me balade dans une région constituée principalement de gabbro et de basalte, je vois que la conductivité thermique est plus faible. Globalement, si je compare à d'autres matériaux, l'argent, l'eau, le bois, je peux dire que les roches terrestres sont de mauvais conducteurs thermiques. D'accord, même si le bois est encore plus mauvais. C'est donc pour ça qu'on l'utilise comme isolant, le bois. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que les roches freinent les transferts d'énergie. Par contre, si elles les freinent, elles accumulent cette énergie. Donc, elles peuvent faire une forme de stockage de chaleur sur la planète. Donc la fameuse géothermie, je vais avoir plusieurs sortes de géothermie en fonction de l'origine de la chaleur utilisée. Je vais avoir la géothermie de très basse énergie. Je vais récupérer la chaleur de la Terre en surface. Ça va pas très haut, 40 degrés, 20 degrés, etc. Donc principalement la chaleur accumulée bien sûr par le soleil, si je reste vraiment dans les 2-3 premiers mètres de profondeur. Et si je vais un peu plus bas, donc la chaleur qui est passée par conduction depuis le manteau jusqu'aux parties supérieures de la croûte. Je vais avoir la géothermie de basse énergie, donc là on va aller un petit peu plus profondément. On va aller chercher des eaux chaudes un peu plus en profondeur, on va chercher du 80 degrés, 90 degrés. Oui, il faut chauffer des bâtiments entiers, alors on va pas aller chercher de l'eau à 40, ça va pas être suffisant. On a la géothermie profonde, où là on va descendre, mais vraiment chercher de l'eau très chaude, 200 degrés, 250 degrés. Et on a la géothermie dite de haute énergie, elle qui va permettre de produire de l'électricité. Là on reste dans le chauffage, là on passe en production d'électricité. Donc ici, on va récupérer des eaux à plus de 250 degrés. Donc là, bien sûr, à cette température, c'est de la vapeur. La vapeur va être récupérée, entraîner des turbines, on va fabriquer de l'électricité. Donc globalement, très basse température, basse température. C'est pour les habitations, la loisir, la santé. Chauffage avec pompe à chaleur, plancher chauffant, centre de loisirs, balnéothérapie, préchauffage, chaude sanitaire, chauffage urbain. Je passe en moyenne température. Basse température, moyenne température. Là, ça va être en agriculture, en alimentaire, donc pisciculture, aquaculture, champignonnière. Vous voyez, c'est des machins déjà un peu plus conséquents qu'il faut bien chauffer. Chauffage de serre par le sol, chauffage de serre par l'air, préchauffage, séchage de produits agricoles, etc. Et enfin, donc j'arrive dans les hautes températures, donc moyenne et haute température. Là, je vais carrément toucher l'industrie. Donc, lavage de la laine, séchage de produits industriels, production d'électricité, des centrales à fluide binaire, réfrigération par absorption. Bref, que des machins qui consomment un max, quoi. Ok? Alors, comment c'est-il qu'on fait? Bah, c'est pas compliqué. Vous construisez votre maison. Il va falloir au préalable faire des grands trous dans le sol. Envoyer des tuyaux, alors ici en diagonale. Ensuite, vous avez une pompe qui aspire tout ça et qui injecte, zoup, dans le plancher chauffant de votre maison. Alors, soit c'est en diagonale, soit c'est vertical, hop, tout est collecté, pareil, hop, on injecte, soit carrément horizontal, on fait un circuit, voilà, donc on envoie de l'eau froide de la maison, circule, tagada, 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 comme il est dans la terre, il se réchauffe, et donc l'eau, hop, 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 elle repart chaude vers la maison. Pas compliqué. D'accord? Donc toujours ce principe, on injecte de l'eau froide, on enfonce, on récupère de l'eau chaude et on chauffe la maison avec. Donc vous pensez bien qu'on va pas chauffer une grande surface. Alors globalement, pour avoir un peu plus d'énergie, pourquoi pas fabriquer de l'électricité? Donc là, on va injecter de l'eau froide en profondeur. On sait qu'en profondeur, il y a un réseau où l'eau va s'infiltrer. Hein. On n'a pas été creusé, mettre des tuyaux, d'accord? On utilise des fissures naturelles. Et on a installé à l'opposé, donc du circuit, une pompe qui va remonter de l'eau chaude. Et cette eau chaude, donc, on va l'injecter, par exemple, dans une station génératrice d'électricité, donc sous forme de vapeur, les turbines, etc. Et puis voilà. Donc c'est le cas, par exemple, de la centrale géothermique de Bouillante, dans les Antilles. Donc je vous rappelle que c'est un arc volcanique dû à une subduction. Nous avons donc des volcans explosifs, nous avons donc des remontées de magma. Et forcément, comme il y a remontée de magma, le sol se fissure, on a donc des failles naturelles dans lesquelles l'eau de pluie va venir s'infiltrer,
l'eau va pouvoir descendre en profondeur. On va avoir ici un aquifère qui se forme, c'est-à-dire une poche d'eau souterraine. Alors, il ne faut pas imaginer un ballon rempli d'eau en profondeur, d'accord? C'est vraiment des fissures, plein de fissures dans le sol, dans lesquelles il y a de l'eau, et cette eau va se chauffer puisque le sol est chaud, puisqu'il y a du magma dessous. Et nous, les humains, ben, on n'est pas bêtes, hein, on fout une pompe au-dessus, on aspire l'eau chaude, sachant que l'eau, on sait très bien qu'elle va être renouvelée par la pluie. Donc ici, on n'a pas besoin d'injecter de l'eau, on laisse faire le climat tropical de cette région avec l'infiltration de pluie. Alors, comme ça se fait aux Antilles, eh bien, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, ils ont un volcan aussi, puis ils disent, bah, pourquoi on ne pourrait pas faire ça chez nous? Et on voudrait bien installer ici, dans cette zone, alors sachant que le volcan est là, hein, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de l'île. Donc tout ça, c'est la zone volcanique du Piton de la Fournaise, qui, vous le savez, est actif régulièrement. Donc, ce serait une super aubaine d'installer une centrale géothermique à côté du volcan. Et oui, parce que quand on fait l'étude du flux géothermique de la Réunion, on s'aperçoit bien qu'effectivement, autour du volcan, c'est chaud, mais également autour de l'ancien volcan, le Piton des Neiges. On a également de la chaleur. Donc ici, on a des roches en profondeur qui sont susceptibles d'accueillir de l'eau et de la réchauffer. Le problème est que la zone du Piton de la Fournaise est une zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc on ne peut pas pour l'instant construire de centrale géothermique. Par contre, là, c'est pas inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc certains scientifiques s'intéressent à la structure de l'ancien massif car c'est une zone très humide, nous sommes en milieu tropical, il y a donc beaucoup d'infiltration d'eau. L'idée étant qu'au niveau du Piton des Neiges, l'ancien volcan, nous avons des infiltrations d'eau, alors c'est une zone volcanique qui a été très active, il y a des failles un peu partout, l'eau rentre en profondeur, elle se réchauffe parce qu'il y a du CO2 magmatique qui remonte des profondeurs, qui apporte de la chaleur. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle des complexes intrusifs, ici principalement des syénites. Donc cette eau, eh bien, elle arrive, elle est au contact de cette roche chaude, elle va donc se réchauffer et elle va remonter. Et on le remarque facilement puisque nous avons des sources chaudes à l'île de la Réunion, principalement à Sillaos, donc on a des sources ferrugineuses chaudes, donc on pourrait mettre en place de la géothermie à proximité du Piton des Neiges. Alors bien sûr, on travaille avec des données un peu plus scientifiques que on pense que, bien sûr, on mesure le gradient géothermique. Donc effectivement, on a fait des forages donc à Salazie, c'est un village, au Grand Brûlé également, et on s'aperçoit qu'effectivement, on a une augmentation de température assez conséquente en profondeur. Ici, la pente est plus forte, mais ça ne veut pas dire que le gradient géothermique est plus fort, méfiez-vous. Je prends le forage du Grand Brûlé. Je me mets à 500 mètres de profondeur, d'accord? Mon premier point ici, je suis environ, allez, on arrondit 30-35, d'accord? Je descends à 1000 mètres de profondeur. Mon deuxième point, je suis à 50. J'ai augmenté de 10-15 degrés. Si je prends le forage de Salazie, à 500 mètres de profondeur, je suis déjà à 60 degrés, il fait plus chaud. Et à 1000 mètres de profondeur, je suis à 110. Donc globalement, mon gradient géothermique, il est plus important ici. J'augmente beaucoup plus en température tous les 100 mètres que sur cette courbe-là. D'accord? Donc méfiez-vous. Si j'étudie le flux géothermique continental du territoire français métropolitain, d'accord? On oublie les Antilles, la Réunion. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'on a un flux de chaleur assez élevé au niveau de l'Alsace-Lorraine, du Massif central, et on a des flux plus faibles dans les grands bassins, le bassin parisien, ici le bassin bordelais. Bien sûr, on a également ici peu de chaleur au niveau des Alpes, des Pyrénées et dans le massif armoricain. On peut donc se demander d'où provient cette chaleur. Eh bien ici, tout simplement, Massif central, chaîne des puits, volcan, eh bien oui, remontée de magma, comme à La Réunion, comme à Bouillante, seulement un peu moins parce que nos volcans ne sont plus actifs depuis un bout de temps, depuis la formation des Alpes. Parce qu'en fait, l'Italie est rentrée dans la France, ça a fait accident en chaîne de montagne, mais si on fait une chaîne de montagne, on fait aussi une racine crustale, ça descend en profondeur. Donc le manteau qui était à cet endroit-là a été poussé en profondeur par la racine crustale des Alpes. Le problème, c'est que dans la profondeur, il y a du manteau, donc finalement, il a glissé sur les côtés, ce manteau. Il est venu se positionner ici, et comme le massif central était déjà bien usé depuis longtemps, la croûte était fine, et ben ce manteau a repoussé vers la surface et en altitude la croûte du massif central, et c'est pour ça qu'on a une remontée de magma en surface, parce qu'on a du manteau qui a été poussé
lors de la collision alpine. Par contre, ici, au niveau de l'Alsace-Lorraine, nous avons le fameux fossé rhénan. Alors pour ceux qui ont déjà été en Alsace, qui se sont baladés vers Strasbourg, etc., vous avez peut-être remarqué, quand vous baladant sur la nationale, vous aviez de part et d'autre 2 chaînes de montagnes qui sont bien parallèles. Bien parallèles, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les Vosges. La France a été étirée à ce niveau-là. Les Vosges ont été coupées en 2. Et entre les Vosges, ça s'est effondré. Et quand on regarde en coupe, on le voit très bien. Là, on est en Allemagne, c'est la forêt noire. On a du relief. Là, on est dans les Vosges françaises. On a du relief. Et ici, on a un niveau du sol qui est parfois en dessous du niveau de la mer. Il faut savoir donc qu'à une certaine époque, la France a été étirée. On a eu des grandes failles normales, des failles d'effondrement. Donc le bassin, hop, c'est affiné. Un peu, quand vous prenez un chewing-gum de vos doigts et vous tirez là, vous voyez, et le bout de chewing-gum qui se retrouve au milieu, il est tout fin étiré. Et c'est ce qui s'est passé avec la croûte continentale ici. Résultat, la croûte s'est affinée, le manteau est remonté, ça a chauffé tout ça, et donc forcément, avec toutes les failles et les intrusions d'eau, on peut faire ici de la géothermie presque de haute énergie. Vous allez me dire tout à l'heure, vous nous avez parlé des mines de potasse, de sel et tout, comment ça se fait qu'il y ait du sel? Parce que pendant que ça s'étirait, que ça s'effondrait, la mer elle est rentrée, d'accord? Donc ça fait des gros dépôts sédimentaires, sauf qu'après, il y a les Alpes qui se sont formées, je vous l'ai dit, il y a le manteau qui a remonté le massif central, qui a remonté tout ça. Du coup, la mer qui était là-dedans, floup, elle est partie, ok? Et c'est remonté en surface. Donc on a maintenant un fossé rhénan où il n'y a plus d'eau du tout dedans. Et ça s'est passé il y a 25 millions d'années. Donc voilà pour l'origine de la chaleur massif central et les Vosges. Pour ceux qui suivent un peu les actualités, ils savent qu'ici dans le bassin parisien, on fait de la géothermie. On a des grands bâtiments, dont notamment Bercy, alors pas Bercy, les salles de spectacle, hein. Bercy, le grand bâtiment des impôts. Et lui, il est chauffé par géothermie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bleu, comment ça se fait? Parce qu'il y a un petit peu de chaleur quand même. Et cette chaleur, elle est due à un aquifère, c'est-à-dire une accumulation d'eau en profondeur, parce qu'ici, nous sommes dans une grande cuvette avec différentes épaisseurs de roches sédimentaires qui s'accumulent. Vraiment, ça fait un millefeuille de roche, quoi. Et comme ça fait un millefeuille de roche, l'eau, elle arrive à s'infiltrer en profondeur. Alors, ça s'accumule. Alors forcément, sous le poids, ça creuse, ça s'enfonce. Donc, on arrive à avoir des roches sédimentaires qui se sont déposées ici à une certaine époque où la mer venait au-dessus de Paris. D'accord? Donc, on a eu des dépôts de calcaire, etc. Sauf qu'entre-temps, depuis, la France, elle a été soulevée. Donc, le bassin parisien n'est plus un bassin. On l'appelle bassin parce qu'il y avait un bassin avant, il y avait de la flotte. Maintenant, il n'y en a plus. Mais structurellement, on retrouve en profondeur les couches de roches qui s'empilent et qui correspondent à une accumulation de sédiments dans un bassin. Donc, on a gardé le terme de bassin. On sait qu'en profondeur, on a un feuilletage, millefeuille de couches de roches sédimentaires, l'eau qui circule, pof, 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 on est en profondeur, pof, on récupère la chaleur, pof, on fait des forages, on récupère de l'eau chaude. C'est aussi simple que ça. La géothermie en France, en résumé. Nous avons différents points intéressants au niveau géographique, le fossé rhénan. Là, nous avons un gradient géothermique de 120 degrés par kilomètre, c'est assez important. La profondeur d'extraction, on peut aller jusqu'à 5000 mètres. La température du fluide prélevée est de 200 degrés. Et donc, nous avons ici un contexte géologique particulier. Nous avons un rift avec remontée du Moho. Je vous ai dit que la croûte est affinée, donc forcément le Moho remonte, le manteau remonte, donc forcément il fait très chaud, donc on a un gradient géothermique très élevé. Plus on s'enfonce, plus on crève. Avec ça, on va faire de la haute énergie, électricité, de la moyenne énergie, chauffage collectif, et on va bien sûr dans cette région pouvoir installer énormément de maisons en basse énergie, faire de la géothermie. Donc dans le fossé rhénan, on oublie les panneaux solaires, on fait de la géothermie. Dans le bassin parisien, on va être à 30 degrés par kilomètre. On peut aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour extraire des eaux de 56 à 85 degrés. On est dans un bassin sédimentaire aquifère subsidant, c'est-à-dire qui s'enfonce. Aquifère, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, d'accord? On va faire principalement de la moyenne énergie, chauffage collectif, basse énergie, chauffage individuel, eau chaude sanitaire, comme d'habitude. Autre exemple étudié, bouillante en Guadeloupe. Donc là, on est carrément plus élevé, 250 degrés par kilomètre. On va prélever jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il n'y a pas besoin d'aller trop profond, c'est très chaud. 250 degrés, donc zone de subduction, volcanisme intense, et on va faire de la haute énergie de l'électricité. Voilà, maintenant vous êtes des pros en géothermie sur le territoire français.